Je pense qu'on peut y aller, hein. De toute façon, les gens arriveront petit à petit, comme c'est le cas tout le temps. Habituellement. Ouais, et comme je disais, comme à 9h30, il faut absolument qu'on ait laissé la visio à Mathilde. On va pouvoir y aller. Ok, donc, c'est moi qui vais vous parler aujourd'hui. Donc, je suis Nathalie Duras de Myriagone Conseil. Et donc, j'ai préparé un petit atelier, un petit café visio autour des sujets qui peuvent vous préoccuper en ce moment, notamment au sujet de la fiscalité de l'innovation et surtout quels sont les impacts de la crise sanitaire actuellement sur les dispositifs. Alors, pour commencer déjà, je pense que je vais vous faire un petit rappel sur ce qui n'a pas changé. On va rebalayer rapidement dans les dispositifs ce qui n'a pas changé aujourd'hui et je terminerai par ce qui a changé, c'est-à-dire quelles sont les mesures exceptionnelles mises en œuvre par le gouvernement au sujet des dispositifs fiscaux de crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Okay. Donc, dites-moi hein, si vous avez des remarques particulières ou voilà, si vous connaissez bien ces dispositifs. Je passerai plus rapidement, mais voilà, le premier point, donc ce qui n'a pas changé, ça va être tout ce qui tourne autour des définitions. Comment on identifie les activités éligibles au dispositif. Qu'est-ce qu'on entend par éligibilité au crédit impôt recherche et appliqué spécifiquement au numérique. Qu'est-ce qu'on entend aussi en termes d'éligibilité au crédit impôt innovation appliqué au numérique. Un petit point sur les dépenses éligibles à ces deux dispositifs. Et en dernier, donc, l'impact en fait, de la crise sanitaire sur ces dispositifs et qu'est-ce qui a changé. Donc déjà pour commencer, donc ces dispositifs, comme vous le savez, donc ça représente un gros budget de l'État, une créance de 6 milliards d'euros du budget de l'État par an, et ça représente plus de 60% des soutiens publics à l'innovation. Aujourd'hui, c'est la deuxième dépense fiscale du budget de l'État, après le CICE, et qui est donc sollicité par un grand nombre de déclarants, à peu près 25 000, dont 19 000 de bénéficiaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des déclarants et des bénéficiaires sont des PME, donc 90% des déclarants sont des PME. Et donc, ça veut dire, des PME, ça veut dire donc des sociétés qui emploient moins de 250 salariés et qui font moins de 50 millions de chiffre d'affaires d'euros. Et donc, la part des entreprises au-delà de 250 salariés, ça représente que 5% des déclarants, mais qui bénéficient de 75% des créances de recherche en montant, en volume. Voilà, ça c'était pour introduire le sujet. Je vous ai fait un petit camembert avec les principaux secteurs d'activité qui bénéficient de ces dispositifs. Donc, celui qui sollicite ce dispositif le plus, donc c'est les entreprises dans le domaine électronique et numérique, suivi par la robotique, mobilité, transport, l'architecture, l'ingénierie, la construction, l'industrie, la métallurgie et ensuite la chimie, les autres services et l'agro-agri. Alors, pour commencer, petit rappel sur les définitions et l'analyse d'éligibilité au niveau de ces dispositifs. Déjà, comment on différencie les activités de recherche par rapport aux autres activités et les activités d'innovation qui sont éligibles au crédit impôt innovation. Donc, ce qu'on entend par recherche et développement, c'est déjà toutes les activités qui englobent les travaux de création entrepris de façon systématique pour accroître la somme des connaissances. Donc, derrière ces activités, on englobe la valorisation d'une démarche scientifique. Une démarche scientifique, c'est-à-dire on va poser une hypothèse et on va la tester pour valider ou l'infirmer. Et on va valoriser la création de connaissances par rapport à ce qui est connu dans le domaine. Donc ça, ce sont toutes les activités qui rentrent dans le crédit impôt recherche. Ces activités-là donc permettent de bénéficier d'un crédit impôt recherche d'un montant, donc d'un forfait de 30% des dépenses éligibles.
qui passe à 5% quand les dépenses sont supérieures à 100 millions d'euros. Donc ça, c'est pour les activités éligibles au crédit impôt recherche. Pour le crédit impôt innovation, on a des définitions qui sont beaucoup plus larges, puisque les activités d'innovation, comme vous devez, je pense, le savoir, englobent un certain nombre d'activités qui peuvent être des étapes scientifiques, techniques, commerciales ou financières, et qui permettent d'aboutir donc de la création d'une idée sur la mise sur le marché à la réalisation de nouveaux produits ou de nouveaux services. Et ce qu'on entend par activité éligible au crédit impôt innovation, ça va être uniquement la valorisation de la création d'un nouveau produit. Donc, on ne parle pas de service, mais de produit. Et sur un marché. Je reviendrai un petit peu plus loin sur les définitions plus spécifiques. Et donc, ce dispositif crédit impôt innovation n'est accessible uniquement qu'aux PME. Donc, les ETI et les grands groupes ne peuvent pas en bénéficier. Et il représente donc 20% des dépenses éligibles. C'est un crédit d'impôt qui est plafonné, contrairement au crédit impôt recherche, à 400 000 € de dépenses par an par entreprise. Donc, ça correspond à 80 000 € de crédit impôt innovation. Donc, si on rentre plus spécifiquement dans l'éligibilité au CIR, alors on ne voit pas très bien la slide du coup. Hop. On a trois niveaux d'analyse d'éligibilité. Donc, quand on parle de crédit impôt recherche, on va d'abord s'intéresser à l'entreprise. Est-ce que l'entreprise déjà rentre dans les critères pour bénéficier en toute sécurité du crédit impôt recherche? Donc, à savoir, il faut qu'elle maîtrise l'état de l'art du domaine dans lequel elle travaille, puisqu'elle va devoir justifier derrière cet état de l'art, donc qui est l'état des connaissances, qui est accessible à l'homme du métier, à l'homme expert dans le domaine, au démarrage des travaux. Deuxième point, il y a une notion de compétence, donc il faut qu'elle ait au moins un chef de projet niveau Bac+5 dans l'entreprise, donc qui peut être soit acquis par le diplôme, soit par l'expérience. Voilà. Mais il faut au moins une personne qui conduise les activités de recherche et qui ait la compétence pour le faire. Et enfin, il faut que l'entreprise mène donc des activités de recherche et développement qui correspondent donc soit de la recherche fondamentale, soit de la recherche appliquée, soit du développement expérimental. Donc, la recherche fondamentale, rapidement, c'est quand vous allez chercher à comprendre certains phénomènes et à élaborer des théories ou de nouveaux concepts. La recherche appliquée, c'est quand vous allez appliquer ces théories ou ces concepts pour les valider à un cas particulier, spécifique. Et le développement expérimental, c'est quand vous allez généraliser ces cas particuliers à d'autres activités et développer de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouveaux services qui nécessitent donc la réalisation d'activités de recherche. Ensuite, deuxième niveau d'éligibilité, on a l'éligibilité au niveau du projet. Est-ce que vos projets menés au sein de l'entreprise sont éligibles au crédit impôt recherche? Donc, pour ce faire, on a 5 critères d'éligibilité qui sont la nouveauté, et donc il va falloir démontrer que vous avez ces 5 critères d'éligibilité qui sont validés au niveau de vos projets pour identifier une activité éligible. Donc la nouveauté, c'est en quoi votre projet est-il nouveau? En quoi, grâce à vos activités de recherche, vos travaux, vous allez créer de la connaissance par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Deuxième critère, un critère de créativité. En quoi les notions et les hypothèses de départ sont-elles originales et non évidentes par rapport à ce qui se fait classiquement? Donc, vous allez partir sur des hypothèses ou des concepts différents de ce qui se fait classiquement et vous allez les tester. Troisième critère, l'incertitude scientifique ou technique par rapport aux résultats attendus. Donc, en quoi le résultat final est-il incertain? Quelle est la probabilité d'échec finalement à l'atteinte de vos résultats? Quatrième critère, le critère de systématisation, alors ça c'est pour démontrer que vous avez bien mis en œuvre une démarche de recherche, donc c'est-à-dire une démarche très structurée et ordonnée de pose d'hypothèses, validation. Donc, et derrière ça, vous avez mis en œuvre du management de projet. Et donc, il faut juste simplement préciser que au cours de ces projets, vous gérez vos projets de manière très cadrée, avec un budget, des compétences, des différentes étapes, des jalons derrière. Et enfin, le dernier critère, c'est la transférabilité ou la reproductibilité. C'est comment vos résultats issus de vos travaux pourront être transférés ou reproduits en interne ou en externe
Donc, par exemple, quand vous souhaitez passer à une étape supérieure de développement, donc une étape un petit peu plus proche du marché, donc il faut avoir validé chaque étape de vos travaux et vous les avez reproduits. Vous ne les avez pas juste étudiés sur un point particulier, vous les avez reproduits et validés de manière à ce qu'ils puissent être transférés par ailleurs. Donc là, on est au niveau des projets et après, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on va jusqu'à un niveau d'éligibilité au niveau des phases du projet. À savoir que dans un projet, vous passez par différentes étapes et toutes ces étapes ne sont pas éligibles au crédit impôt recherche. Alors, si on applique maintenant ces critères au crédit impôt recherche au domaine informatique, donc d'après le guide du ministère de la Recherche, donc le ministère, je pense que vous devez le savoir, établit un guide du crédit impôt recherche qui sort chaque année et qui a précisé en 2018 quel type d'activité, quel type de catégorie rentrait dans le domaine informatique. Donc, il a précisé qu'il s'agissait soit d'opérations qui créent une technique prouvée et originale. Donc, ça va être par exemple, vous allez développer une nouvelle technique de cryptage ou de sécurité spécifique. Deuxième type d'activité, ce sont les opérations qui permettent de définir une méthodologie prouvée originale. Donc là, c'est pareil, une nouvelle méthodologie. Ça peut être pour intégrer des données dans un entrepôt de données qui fait appel à des notions originales et particulières. Et enfin, troisième type d'activité qui rentre dans ce cadre-là au niveau informatique, ça peut être des activités qui permettent d'améliorer le savoir-faire concernant des concepts ou des technologies qui existent, mais qui sont récentes et dont l'application n'est pas complètement maîtrisée. Donc, il y a quelque chose à savoir au niveau du crédit impôt recherche dans le domaine informatique qui sont importantes, c'est que tous les logiciels sont nouveaux ou originaux, mais ils ne sont pas tous le fruit de recherche éligible. Deuxième chose, en informatique, donc les technologies évoluent très rapidement et l'utilisation d'une technologie récente peut être éligible. Comme je vous le disais précédemment, voilà, cette technologie récente n'est pas maîtrisée et donc il reste des cas particuliers d'application qui doivent être encore levés et bien appréhendés. Troisième chose à savoir, c'est que la réalisation d'un projet informatique est souvent complexe, mais la complexité n'est pas synonyme d'éligibilité. La complexité en soi n'est pas un critère d'éligibilité. Et quatrième point, en informatique, il existe toujours des problèmes d'intégration et leurs résolutions peuvent être pris en compte dans le CIR. Il faut, pour ce faire, donc démontrer les critères d'éligibilité présentés précédemment. Donc, en résumé, pour être éligible au crédit impôt recherche dans le domaine informatique, la nouveauté n'est pas suffisante. Il faut valider l'éligibilité d'un projet. Pour valider l'éligibilité d'un projet, pardon. La complexité n'est pas non plus suffisante. Il faut l'ensemble de ces critères pour valider l'éligibilité. Si l'originalité permet de maîtriser la complexité, alors l'éligibilité peut être envisageable. Retranscrire les étapes itératives d'un projet permet de justifier des travaux réalisés. Et ça va introduire le dernier point, c'est-à-dire que ce qui va être important quand vous allez justifier ces dispositifs, c'est de montrer le raisonnement que vous avez suivi au cours de ces travaux pour valider vos hypothèses. Et donc, plus il y a d'étapes itératives, puisque vous avez testé plusieurs pistes, et c'est ça qu'il faut mettre en avant, et plus ce sera éligible au crédit impôt recherche. Et donc, le dernier point, donc, il est important de présenter la démarche, donc le raisonnement, ce que je disais, qui a été mis en œuvre en détaillant les problématiques, les difficultés, donc voir les échecs rencontrés. Puisque ça va renforcer les échecs, le critère d'incertitude à retrouver et que vous devez lever au cours de vos travaux. Enfin, pour finir, dans les activités éligibles au crédit impôt recherche, pensez que la formation n'est pas éligible au crédit impôt recherche, puisqu'on ne retrouve pas dans la formation la création, vous n'allez pas augmenter la création de connaissances, vous n'allez pas créer de nouveaux savoirs. Vous allez vous-même vous former, mais vous n'allez pas créer de la connaissance. Nathalie, j'en profite. Oui. Tu as parlé du guide du CIR. Oui. Tout à l'heure, qui est mis en place par le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation. On a partagé sur notre Slack réservé aux adhérents. Donc, je pense que tout le monde ici est dans le Slack. On a partagé un article. Donc, hier, le ministère a publié
alors c'est passé par un tweet au début, mais ça permet de poser les questions pour le prochain guide. Comme ça, ils vont avoir une remontée de questions intéressantes et qui seront sûrement adaptées aussi à la crise. Et donc, ils demandent à tout le monde de participer pour poser les questions et améliorer le guide. Donc, je vais partager le lien, ça permettra aux gens Oui, de voir. tout à fait, parce que ça a été ouvert, je crois, le 30 avril jusqu'au 31 mai. Et donc, c'est le ministère de la Recherche qui propose à toutes les personnes qui déposent du crédit impôt recherche d'améliorer le guide du crédit impôt recherche pour l'année 2020. OK. Et donc, vous pouvez apporter vos commentaires sur le site du ministère et ça sera discuté au sein du ministère et avec l'administration pour faire évoluer ces outils. OK. Et je crois que la deadline pour compléter cet élément, c'est fin mai. Ouais, 31 mai. Voilà, 31 mai, oui. Je mets le lien là dans la discussion, mais je crois que leur site est un peu en maintenance, donc bon, il y aura le lien. Bon, ce matin, je suis allé voir, c'était en maintenance. Là, ça marche à peu près, mais au moins, il y aura l'info. Voilà, c'était tout, merci. Ok. Et j'avais une petite question. Quand on parle de nouveauté, Ouais. est-ce que ça veut dire un brevet obligatoirement ou pas? Alors, un brevet, c'est intéressant, mais c'est plutôt un indicateur de recherche. D'accord. C'est-à-dire que ça va montrer les critères d'éligibilité pour déposer un brevet ne sont pas les mêmes que pour le crédit impôt recherche. Mhm. Et donc, si vous vous avez déposé un brevet, donc ça met en avant le fait que effectivement il y a une recherche d'antériorité par rapport à votre sujet. Mhm. Mais ça ne met pas en avant le critère de nouveauté de création de connaissances. En quoi vous allez créer de la connaissance par rapport au sujet mené. Donc, si vous avez déposé un brevet sur votre projet, ça ne permet pas de valider l'éligibilité de votre projet au sujet. Ça vient renforcer l'éligibilité parce que ça va montrer qu'effectivement, il y a déjà eu une recherche d'antériorité et a priori, il y a un critère d'ingéniosité derrière de vos travaux, un critère de nouveauté, un critère d'industrialisation qui renforce l'éligibilité, mais ce n'est pas suffisant pour valider votre sujet au crédit impôt recherche. Ok. Alors après, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, hein, si quelqu'un a une question particulière sur Ouais. la présentation. J'en poserai quelques-unes aussi parce que évidemment tout le monde ne peut pas être là. Et je sais, alors aujourd'hui, il y a peut-être plutôt des adhérents qui connaissent le CIR, mais D'accord. on a eu beaucoup de questions. Moi, j'ai eu beaucoup de questions d'adhérents qui voulaient des infos sur ça. Et comme c'est enregistré, ça leur permettra aussi à posteriori d'aller voir ton intervention. Donc, c'est toujours intéressant. D'accord. Donc, du coup, n'hésitez pas à me couper si voilà, vous connaissez déjà, vous avez des questions. Et voilà, l'idée, c'est que là, on a encore un petit quart d'heure, une petite 10 minutes de présentation. Et après, c'est d'échanger surtout avec vous par rapport à vos questions particulières. Et moi j'ai une petite question en avance, est-ce que les adhérents pourront te poser quelques questions si on sort un peu du cadre CIR C2I, mais un petit peu sur, avec la crise, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place particulières en stratégie de l'innovation, enfin, s'ils ont quelques conseils, je ne sais pas trop, mais ou est-ce qu'on reste dans le CIR C2I là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est plus axé sur C2I, effectivement. Ouais, parce que j'avais des Après, questions. on peut voir hein, s'ils veulent poser des questions. Je leur dirai, bon, bah là, je ne suis Ouais. pas la meilleure personne pour vous en parler. Il n'y a pas de souci. Luc, tu avais une question? Oui, j'avais une question concernant l'éligibilité. Tu l'as un tout petit peu abordé en parlant des différentes phases d'un projet. Bon, sans forcément trop rentrer dans le détail, mais c'est assez évident que quand on a un projet de recherche. Les ingénieurs qui vont travailler dessus, alors c'est peut-être encore plus vrai dans l'informatique, ils ne passent pas non plus tout leur temps à faire des choses extrêmement intelligentes à travailler sur les algorithmes. Il y a forcément beaucoup de développement autour pour mettre en place tout ça, ne serait-ce que l'architecture du projet d'un point de vue informatique. Enfin, il y a tout un tas de choses, de la rédaction de documentation et des choses comme ça. Et moi, je me pose toujours la question en fait du ratio, parce qu'on sent bien qu'on ne peut pas mettre toutes les heures qui passent dessus, parce qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de la recherche, mais qui font quand même partie du projet, qui sont nécessaires pour pouvoir faire cette recherche. Donc, j'avoue que pour moi, c'est un peu flou cette frontière-là. Alors du coup, oui. Alors, dans le domaine informatique, c'est effectivement un peu particulier.
Et je pense que peut-être vous comprendrez mieux quand je présenterai le C2I, parce qu'effectivement, on peut avoir des activités à proprement parler, plus de réflexion théorique pour l'architecture, de poser donc du coup les différents aspects du logiciel et de comprendre l'architecture globale. Et après, on a un travail aussi qui peut découler de développement à proprement parler des fonctionnalités du produit plus spécifiques. Donc, et qui seront en fait ces activités-là, on aura un mélange d'activités de recherche et un mélange d'activités éligibles à l'innovation. Donc, en fait, effectivement, il y a des activités de développement de codage informatique qui sont nécessaires à l'activité, qui sont qui semblent plutôt éligibles au crédit impôt innovation, puisque ça va être du développement plus de produits, de fonctionnalités. Mais effectivement, toute la partie, la question va se poser, est-ce que ces développements, effectivement, rentrent dans le cas vraiment de tests et d'hypothèses, etc., derrière, qu'on aura mis en œuvre dans le cadre de la recherche. Donc, effectivement, il y aura cette réflexion à mener pour bien séparer les activités, les différentes étapes qui peuvent rentrer dans la recherche et dans l'innovation. En gros, ces activités pourront être retenues, mais elles ne seront peut-être pas retenues en recherche, mais plutôt en innovation. C'est-à-dire que sur un même projet, éventuellement, on va distinguer, enfin, mettre des heures sur la partie CIR et des heures sur la partie CI. Exactement. Vous pouvez avoir des phases qui sont plutôt éligibles au CIR et des phases plutôt éligibles au CI. Quand on parle plutôt de développement de produits, de fonctionnalités, de modules à proprement parler, ça sera plutôt de l'innovation. Et quand on parle plus de réflexion théorique, de tests, voilà, vous allez mettre en œuvre des développements pour tester des hypothèses. Là, ça sera plutôt de la recherche. Mais je vais expliquer un petit peu plus l'éligibilité au C2I et peut-être ça vous éclairera un petit peu plus. Ok, merci. On peut revenir dessus à la fin de ma présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors du coup, je vais rentrer dans l'éligibilité au crédit impôt innovation. Donc, de la même manière que pour le crédit impôt recherche, on a 3 niveaux d'éligibilité. Le premier niveau, c'est celui de la société. Donc, et là, pour le crédit impôt innovation, donc, on s'intéresse à la valorisation d'un nouveau produit sur un marché. Donc, la société doit maîtriser l'état du marché. Donc là, on s'intéresse, la référence, c'est le marché sur lequel la société souhaite opérer et on s'intéresse aux produits à proprement parler à créer. Et donc, le deuxième point, la société doit mener des activités qui permettent de développer, de concevoir un produit innovant qui présente des performances supérieures. Et enfin, dernier critère, et c'est ce que j'ai dit dans les premières slides, c'est que ne peuvent bénéficier du crédit impôt innovation que les sociétés qui répondent à la définition de PME. Donc, ce que je disais, moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et cette notion-là, elle doit être appréhendée s'il y a plusieurs sociétés dans un groupe. On doit remonter donc à ces différentes sociétés en additionnant en fait les différents pourcentages de détention selon les pourcentages de détention des différentes structures. Donc, deuxième niveau d'éligibilité, c'est celui au niveau des projets. Donc, comme pour le CIR, on va s'intéresser maintenant aux projets à proprement parler. Et les activités qui sont éligibles au crédit impôt innovation, c'est la conception de prototypes de nouveaux produits. Donc, quand on parle de produits, on parle de biens corporels ou incorporels. Donc, dans le domaine du logiciel, justement, voilà, on ne va pas valoriser un nouveau service. Ça ne sera pas éligible. Par contre, on peut valoriser tout le développement des prototypes de l'outil, de l'architecture de l'outil, etc., qui a été développé derrière, qui pourrait être éligible au crédit impôt innovation. Ensuite, il y a 2 conditions à respecter. C'est que ce produit n'est pas présent aujourd'hui sur le marché. Donc, il va falloir analyser au démarrage des travaux le marché, donc faire une étude de marché et voir quel type de produit existe. Et surtout que votre produit apporte des performances supérieures par rapport aux produits existants. Et donc, ces performances, en fait, ce que j'ai mis juste après, doivent pouvoir être mesurées et observables. Donc, il va falloir finalement identifier au démarrage des travaux
quel type de documents, par exemple, ça peut être des fiches techniques, des copies d'écran, des livres blancs, des éléments qui vont permettre de mettre un temps donné, d'identifier votre marché à un temps donné, faire une photo de votre marché et ensuite de pouvoir démontrer que vous apportez, vous, des performances supérieures par rapport à ce marché à T0. Et donc, ces performances, elles peuvent être de 4 types. Vous pouvez avoir des performances supérieures sur le plan technique. Donc ça peut être, par exemple, vous allez améliorer dans un logiciel la fiabilité ou vous allez améliorer la vitesse de temps de réponse de votre logiciel. Ça va être une performance de type technique. Ça peut être des performances sur le plan de l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, ça va être en fait toutes les étapes depuis la recherche de matières premières jusqu'à la fin du cycle de vie du produit. Donc, toutes les étapes qui vont avoir pour objectif d'améliorer la santé et l'impact sur l'environnement en fait de votre produit. Donc, ça peut être dans le domaine informatique, par exemple, on le rencontre assez peu, hein, l'éco-conception dans l'informatique. Ça peut être, par exemple, vous allez diminuer les ressources énergétiques essentielles à faire fonctionner votre outil, par exemple. Donc, les data centers, ces aspects-là. Ensuite, troisième type de performance, ça va être au plan de l'ergonomie. L'ergonomie, en fait, elle s'entend par deux types d'ergonomie. On a l'ergonomie physique. L'ergonomie physique, ça veut dire que vous allez adapter l'outil à, par exemple, une selle de vélo. Voilà, je vais améliorer l'ergonomie de ma selle de vélo pour mieux l'adapter au confort et à la physiologie d'une personne. Deuxième type d'ergonomie, ça va être l'ergonomie cognitive. Donc là, ça va être par exemple dans vos logiciels, vous allez améliorer grandement les interfaces graphiques pour que l'utilisateur puisse l'utiliser de la façon la plus simple, la plus intuitive. Donc là, l'ergonomie, ça concerne vraiment l'aspect utilisation du produit et pas fabrication du produit. Enfin, quatrième type de performance, ça va être, vous allez apporter en fait de nouvelles fonctionnalités qui n'existent pas sur le marché ou que vous allez vraiment grandement améliorer. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc, ces performances doivent être mesurables et observables. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien identifier au préalable sur votre marché ce qui existe et bien collecter tout ce que vous pouvez qui permettent de démontrer que au démarrage, vous avez tel niveau de performance et vous, derrière, mettre en œuvre dans vos essais, dans vos tests, un côté quantifiable et mesurable pour démontrer cet écart de performance. Et enfin, la supériorité que vous allez démontrer doit être sensible, c'est-à-dire ça va pas juste être on va modifier un bouton. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux activités éligibles au crédit impôt innovation. Et donc, pour revenir peut-être à la question de Luc, vous pouvez effectivement, au cours de vos sujets, avoir des activités qui rentrent dans le cadre de l'éligibilité du crédit impôt recherche. Donc, une première phase, effectivement, parce que vous allez, lors de cette phase-là, en fait, il y a eu une réelle incertitude à lever, une incertitude scientifique à lever. Donc, vous allez mettre en œuvre des travaux pour lever cette incertitude. Vous allez tester des hypothèses, etc. Donc, ça sera plutôt éligible au crédit impôt recherche. Et après, vous pouvez avoir, juste après, intercaler des étapes plutôt éligibles au crédit impôt innovation. Une fois que vous allez lever ces incertitudes, vous allez développer le module et puis voilà, mettre en œuvre la fonctionnalité, une fonctionnalité nouvelle, donc du développement informatique purement et proprement et sans incertitude à lever. Et donc, ces activités-là vont être plutôt éligibles au crédit impôt innovation. Et puis, vous pouvez revenir dans les étapes suivantes à une étape éligible au crédit impôt recherche parce que, de nouveau, vous allez avoir une nouvelle incertitude à lever. Ok, alors, pardon, Ouais. j'ai bien compris. Alors, effectivement, c'est ce qu'on a fait dans certains cas, Ouais. notamment dans ce sens-là, avec une première partie où il y a vraiment de la recherche. Et puis, on finit par décider que c'est faisable d'en faire un produit et du coup, ça passe plutôt en CII. Ma question portait aussi sur la granularité, c'est-à-dire qu'au sein d'un projet qui clairement est du CIR, je prends un exemple, par exemple, pour valider des choses, on va avoir besoin de mettre en place une base de données avec des tas d'images qui vont permettre de valider les hypothèses, effectivement.
Et donc, on va faire intervenir quelqu'un d'autre de l'équipe qui est spécialiste dans les bases de données. Et son travail de développement de bases de données, pour le coup, ça va lui demander, admettons, 3-4 mois de boulot. Pour le coup, c'est pas du tout de la recherche et de l'innovation, c'est juste mettre en place quelque chose voilà. Est-ce que ces heures-là de cette personne-là, sachant que c'est une étape indispensable à vraiment la recherche, parce que le but final, c'est de valider au final les algorithmes qu'on est en train de développer, est-ce que cette phase-là, par exemple, va pouvoir être éligible? Ces heures-là de cette personne-là vont pouvoir être éligibles, sachant que malgré tout, c'est pas quelqu'un qui fait de la recherche pour le coup. Alors déjà, j'ai envie de me demander, est-ce que cette personne, c'est une salariée, elle travaille au sein de l'entreprise ou c'est une personne externe? Oui, oui, non, non, enfin, dans le cas que je suis en train d'écrire, c'est une personne interne, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'elle a des compétences, c'est un développeur ou c'est quelqu'un c'est un ingénieur, Alors peut-être une là, encore une fois, dans l'exemple que je donne, moi, je voulais que ma question soit plus large, mais dans l'exemple Ouais, que je donne, non, c'est pas quelqu'un. Nous, on a la plupart du temps des docteurs ingénieurs, donc c'est assez facile de justifier qu'ils sont là pour faire de la recherche. ouais. Mais là, en l'occurrence, dans le cas que je cite, non, c'est plutôt un développeur du coup. D'accord. Et après, troisième question, c'est quand vous dites que c'est pas du tout éligible au crédit impôt recherche, ça va pas parce que quand on construit des bases de données, est-ce que c'est par exemple en fait l'idée derrière, c'est de structurer et d'organiser les données de Non, non, manière c'est juste un outil dont on a besoin à un moment donné pour valider les algorithmes qu'on est en train de faire. Donc cette activité-là, on sent bien que c'est pas de la recherche. Maintenant, c'est une activité d'accord. nécessaire pour mener à bien le projet de recherche. Alors, Et, après et- et ces si on pousse le activités, raisonnement un peu ouais, loin, en fait, souvent, ouais, même vous prenez quelqu'un qui va faire sa thèse, on peut quand même clairement penser qu'il fait de la recherche. ouais, Pour être passé par là, on sait très bien qu'on ne fait pas des choses intelligentes chaque minute de la journée. ouais. On n'en fait même pas tant que ça, en fait, au final. Les moments où on est vraiment plongé dans des équations et des algorithmes et à lire des articles innovants sont finalement voilà, relativement rares par rapport à tout le travail qu'on doit faire tout autour pour construire tout ça, pour le permettre, en fait. Ouais, Donc, c'est un peu une question de granularité. Alors, ouais, bon, ouais, on va pas s'amuser à découper les heures en 60 ouais. minutes, hein, évidemment, mais on voit les choses un peu plus globalement que ça, heureusement. Mais non, enfin voilà, je voulais juste dire que c'est quand même un peu souvent une question qu'on se pose. C'est-à-dire, on se dit, OK, soit on a une vision très, on va dire, très universitaire de ce que c'est que la recherche, et puis on se dit que finalement, on n'en fait pas tant que ça en termes d'heures. Mm. Soit on se dit, bah, globalement, c'est un projet qui clairement fait de la recherche, sinon tous ces gens-là qui sont sur ce projet ne le feraient pas. Il est clairement risqué, donc il répond à tous les critères dont on a parlé. Donc on met tout dedans. Et voilà, moi je suis souvent un petit peu en train de me poser cette question-là. Et voilà, comme moi j'ai une formation et une culture assez universitaire au départ, j'avais une assez D'accord. haute idée de la recherche, mais c'est pas à mon avantage aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors après, il ne faut pas être si restrictif, effectivement, parce que effectivement, comme ce sont des activités, si elles représentent moins de 5-10% de l'activité de la personne, on peut considérer que ça fait partie des activités de recherche parce que ce sont des activités indispensables pour la suite des travaux. Mhm. Donc, il faut construire cette base de données pour pouvoir valider derrière les hypothèses, etc., tester Mhm. les hypothèses. Voilà. Mais effectivement, il ne faut pas que ça représente 80% de l'activité sur le projet, en fait. D'accord. Donc, la granularité, effectivement, on peut admettre que ces activités sont indispensables et on le justifie comme ça. C'est vraiment, on a dû construire une base de données et puis derrière, on a testé, dans la justification, hein, je parle, Mhm. on a testé les différentes hypothèses à la suite de ces travaux. Mais Ok. effectivement, ça ne ressort pas non plus du crédit impôt innovation puisque derrière, vous n'avez pas développé un module particulier ou une Oui, effectivement. fonctionnalité. Mhm. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, 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 oui. Je crois que c'est à peu près ce qu'on fait. En tout cas, on essaie de trouver En fait, il faut rester cohérent dans voilà, ce la que vous faites, cohérence et mais le juste milieu voilà, raisonnable, c'est ça. effectivement. Ouais. En Quelque fait, il ne chose qu'on faut saura pas, défendre, en fait. effectivement, voilà, il faut pas, si c'est des activités qui n'ont pas de valeur ajoutée ou qui sont, voilà, ça représente 80% du projet, c'est sûr que là, la question se pose. Mais si ça représente un petit temps et c'est essentiel aux activités suivantes, là, on peut le valoriser dans les activités de recherche, effectivement. Mhm. Ok, merci. Du coup, je reviens sur les dépenses. S'il n'y a pas d'autres questions.
Donc, les dépenses éligibles à ces deux dispositifs sont à peu près similaires. Donc, une fois qu'on a identifié les activités de recherche éligibles, on va rattacher les dépenses associées. Et parmi ces dépenses, donc, on va valoriser donc, du temps passé à ces activités et donc des frais de personnel. On va aussi valoriser du matériel utilisé pour mener ces travaux de recherche. Donc, ce qu'on va retenir à ce niveau-là, c'est l'immobilisation de ces équipements ou des immeubles dans lesquels on mène les travaux de recherche qui seront éligibles dans l'assiette. Ensuite, on a les frais de fonctionnement. Donc, les frais de fonctionnement, c'est un forfait qui est calculé sur les dépenses de personnel et de matériel et qui est fixe en fait et qui comprend finalement tout ce qu'on ne peut pas valoriser dans l'assiette et pourtant qui participe à mener ces travaux de recherche. Ça va être par exemple les frais fixes type électricité, eau utilisée, le petit matériel, les petits consommables qui ne sont pas valorisés, le personnel de soutien, voilà. Tout ça, c'est regroupé au sein d'un forfait qui s'appelle les frais de fonctionnement. Ensuite, on a un poste de dépense qui n'est éligible qu'au CIR, qui est la veille technologique, et un autre poste, la normalisation. Donc, veille technologique, ça va être tout ce qui est abonnement à des bases de données qui permettent de collecter des articles, des livres, des publications scientifiques. Ça va être aussi le temps passé à des congrès scientifiques. Vous allez assister à des conférences et donc accumuler des connaissances. Ça va être tout ce qui, des abonnements à des articles ou des publications ou des newsletters qui vous donnent de l'information scientifique nécessaire à vos travaux de recherche. On a la normalisation, on le voit moins on le voit assez peu, mais ça va être le temps passé à des réunions avec des organismes officiels type AFNOR ou Bureau de la métallurgie, voilà, qui sont bien spécifiquement répertoriés pour échanger sur les normes, les évolutions de normes à venir sur les produits et les services proposés par l'entreprise. Enfin, on a le poste de dépenses de sous-traitance. Sont éligibles au crédit impôt recherche et crédit impôt innovation les activités sous-traitées, donc de recherche aussi ou d'innovation. Donc, à savoir que ne sont éligibles au crédit impôt recherche la sous-traitance publique, donc les travaux confiés à des laboratoires ne sont pas éligibles au crédit impôt innovation, mais sont éligibles au crédit impôt recherche et les montants sont majorés, donc ils sont pris en compte x2 dans l'assiette. Et par contre, si vous faites appel à un sous-traitant, un organisme type privé, ce sous-traitant doit être agréé crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation pour pouvoir le retenir dans l'assiette. Et le montant retenu n'est pas majoré comme la sous-traitance publique. Il est retenu x1 dans l'assiette du CIR. Voilà. Ensuite, on a le poste de dépenses propriété intellectuelle. Donc là, va rentrer dedans pour le crédit impôt recherche tout ce qui est dépôt et maintenance de brevets. Pour le crédit impôt innovation, ça va être dépôt et maintenance des modèles et dessins. Voilà. Et à l'ensemble de ces dépenses, on va venir déduire les subventions publiques perçues, que ce soit pour le crédit impôt recherche ou pour le crédit impôt innovation. Donc ça, c'est l'assiette globale du crédit impôt recherche. Ensuite, deuxième chose à savoir, c'est que ce dispositif, il est calculé de manière annuelle. Donc, chaque année, vous passez par les mêmes étapes. Vous réalisez vos dépenses. À la clôture de l'exercice comptable, vous allez identifier donc les activités qui sont éligibles à ces dispositifs. Vous allez sélectionner du coup les dépenses qui sont associées à ce périmètre technique. Ensuite, vous allez faire un filtre d'éligibilité administratif et comptable, donc ce qui est conforme finalement à la réglementation. Vous allez additionner l'ensemble de ces dépenses, vous allez déduire les subventions et à ces dépenses de recherche ou d'innovation, vous allez appliquer soit le taux de 30% pour le CIR, qui est majoré à 50% dans les DOM, soit le taux de 20% pour le crédit impôt innovation, majoré à 40% dans les DOM. Et ça vous donne votre montant de crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation.
Donc tout ça, ça n'a pas évolué cette année. Il n'y a pas eu de changement, en tout cas par rapport à la crise sanitaire. Les entreprises ont pu mener leurs travaux de recherche ou d'innovation pendant l'année 2019. Elles ont pu identifier les activités éligibles, faire le calcul du crédit impôt innovation ou recherche. Par contre, là, on va arriver aux aspects donc, qui ont évolué, enfin qui, en tout cas, qui ont évolué par rapport aux mesures exceptionnelles proposées par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises pendant cette période spéciale de crise sanitaire. Alors, on en vient au sujet propre. Alors, on a eu, je pense que vous avez dû suivre l'actualité, on a eu plusieurs annonces qui ont été faites au fur et à mesure finalement de ce mois aussi de confinement. Et les informations sont arrivées un petit peu au compte-gouttes. Et il y a pas mal d'informations qui sont sorties, notamment au niveau gouvernement, sous forme de communiqués de presse par les ministères. Et donc, on a deux principales mesures de soutien qui concernent ces dispositifs qui ont été annoncés et qui sont donc toujours d'actualité à cette date. Donc, première mesure annoncée, c'est un traitement accéléré des demandes de remboursement de crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Donc, je vais passer après dans les slides suivantes, je vais expliquer un peu plus spécifiquement. Deuxième grande mesure qui impacte donc vos déclarations crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, c'est que il y a eu une annonce là, le 17 avril de reporter les échéances fiscales du mois de mai au 30 juin. Et ça va impacter du coup la date limite de dépôt de vos déclarations. Et enfin, troisième point que je ne vais pas détailler par la suite, c'est qu'au niveau du ministère de la Recherche, on a eu un report des délais pour les dépôts d'agrément, qui sont normalement… Alors, quand on fait une première demande d'agrément CIR, le délai pour une première demande, c'est le 30 mars. Ils ont été reportés au 15 avril. Donc, on a eu 15 jours de délai supplémentaire par rapport à ce qui se fait classiquement. Alors maintenant, je vais rentrer dans les deux mesures principales pour bien comprendre de quoi il s'agit. Premier point, donc le traitement accéléré des demandes. Alors ça, c'est la DGFiP, c'est le gouvernement donc, qui a demandé à la DGFiP, donc la direction des finances, financière des finances, d'accélérer le traitement des remboursements. Alors, petit rappel au niveau de l'utilisation du crédit impôt recherche. Aujourd'hui, comment ça se passe pour récupérer ce crédit impôt recherche ? Soit, donc la première chose, c'est vous devez vous l'imputez sur votre impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les revenus l'année où vous le déclarez. Donc, si vous avez de l'impôt à payer, vous l'imputez sur cet impôt. Ensuite, s'il vous reste un montant de crédit impôt supplémentaire, donc qui correspond à une créance, on a deux cas. Le cas général, donc ça correspond plus aux grandes entreprises et aux entreprises intermédiaires, de taille intermédiaire. Donc la créance restante, soit elle est imputée sur l'impôt des 3 années suivantes, et s'il y a lieu, si elle n'a pas pu être imputée, elle est remboursée à l'expiration de la période. Donc en gros, si on est grand groupe ou ETI, on ne peut pas récupérer le montant de créance immédiatement, on va attendre de pouvoir l'imputer les années suivantes sur l'impôt, ou demander le remboursement de la créance finale au bout de 3 ans. Ça, c'est le cas général. Le cas particulier, c'est le cas des PME, le cas des JEI, des entreprises nouvelles ou entreprises en difficulté financière, et qui, je pense, vous concerne tous, où là, pour soutenir en fait, la trésorerie de ces entreprises ont droit au remboursement immédiat de la créance restante. Alors, le terme immédiat est un peu particulier parce que dans les faits, concrètement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'immédiateté, en fait, elle correspond à 4 à 6 mois de remboursement. On n'obtient pas, au moment où on dépose la déclaration et où on obtient le remboursement effectif, on a quand même un délai de 4 à 6 mois généralement, et parfois, dans quelques cas un peu plus critiques, ça peut aller jusqu'à 12 mois. Donc ça, c'est actuellement ce qui se passe pour récupérer ce montant de crédit impôt recherche. Donc, avec la mesure mise en place par le gouvernement, en fait, on peut récupérer ces remboursements, alors là, de manière beaucoup plus rapide, puisque le gouvernement a demandé aux directions financières d'accélérer les remboursements. Mais ce remboursement accéléré,
se fait donc uniquement sur les crédits d'impôt restituables, c'est-à-dire donc les créances que vous détenez sur l'État et non pas les montants imputés sur l'IS du coup, et essentiellement sur la part qui arrive à échéance en 2020. C'est-à-dire ça va concerner pour les PME les CIR et C2I 2019 uniquement, et pour les ETI grands groupes, les CIR 2016, qui sont récupérables 3 ans après. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou ça vous paraît clair? Non, Patrick, j'attends la démo. Comment faire accélérer? Parce que nous, ça fait un mois D'accord. qu'on attend le remboursement toujours. Donc, D'accord. moi j'avais une question. Est-ce que non, moi je suis en exercice décalé Oui. avec clôture au 30 juin. Donc du coup, je déclarerai mon CIR 2019 dans le monde d'avant avec ma clôture d'exercice et donc je ferai une demande de créance s'il y a lieu lors du moment de mon dépôt du formulaire 2572. Oui. Donc, En octobre, c'est ça? au mieux, chaque année on essaye de faire au plus vite, mais voilà, avec le mois d'août, c'est vrai que ça me fait octobre pour un remboursement qui cette année a eu lieu grâce au coronavirus, je dirais, début mars. Voilà, donc pour le CIR 2018. Donc, Ouais. j'ai pratiquement 1 an et demi de décalage à Ouais. clôture d'exercice. Donc pour moi, ce serait une opportunité d'accélérer. Donc du coup, est-ce qu'on est obligé de faire un dépôt de compte, enfin, de solde d'IS pour pouvoir demander le CIR 2019? Alors, je vais l'expliquer là justement. Ah, Comment alors, faire la demande? En fait, du coup, pour demander ce remboursement et ce traitement accéléré, vous avez à remplir 3 formulaires, effectivement. Le premier formulaire, c'est la demande de remboursement de crédit d'impôt. Oups, excusez-moi. Donc là, vous devez formuler expressément que vous souhaitez le remboursement du crédit d'impôt. Deuxième formulaire, donc c'est la déclaration qui permet de justifier le crédit d'impôt qu'il faut déposer. Donc c'est la 2069. Et troisième formulaire à télédéclarer, c'est le relevé de solde sur l'IS, effectivement. Donc c'est la 2572. Donc dans tous les cas, vous pouvez déposer votre déclaration CIR. Vous devez le déposer en même temps que votre relevé de solde sur l'IS. Ok. Donc, ça veut dire que en gros, vous pouvez faire votre demande à partir du moment où vous avez déterminé le montant de l'IS à payer et que vous allez déposer votre relevé de solde sur l'IS. Mais vous pouvez le faire, par contre, avant le dépôt des liasses fiscales. Il n'y a pas d'obligation d'attendre le dépôt des liasses fiscales. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, mais je vais devoir répondre à un expert comptable et au SIE. Donc, du coup, côté expert comptable, ça veut dire qu'il faut lui dire, en gros, on a une estimation plus ou moins précise du fait qu'on fasse du résultat cette année ou pas. Grâce au coronavirus, le résultat risque de ne pas être mirobolant pour beaucoup d'entreprises. Donc, on peut partir sur une idée qu'en jonglant un peu, on peut arriver à le rendre quasi nul. Et donc, pouvoir avoir le CIR tout en remboursement. Et donc, du coup, au niveau de l'expert comptable, ça me semble jouable. Par rapport au SIE, moi, je suis à Rangueil. Là, je suis beaucoup plus dubitatif. Donc, finalement, j'aurais besoin de savoir si le MINEFI, enfin, le ministère, a explicitement donné des directives dans ce que vous venez de dire. Est-ce que le ministère l'a explicitement écrit quelque part? Parce que sinon, je pense qu'on va nous balader et nous dire que le dossier est en cours de traitement et qu'on aura une réponse dans les 6 mois, ce qui est quand même le classique. Oui, alors, si. Alors, ce qu'on peut observer sur le terrain, là, parce que nous, on a eu pas mal effectivement de sociétés qui ont déposé, c'est qu'on a eu quelques petits couacs au début. En fait, c'était clairement le gouvernement qui a demandé à la DGFiP d'appliquer ces mesures. Et ensuite, à la DGFiP, à elle de faire respecter ces mesures en interne.
Et nous, notamment en Occitanie, on a eu effectivement des petits couacs où effectivement, on nous demandait d'abord c'est ce que je vais expliquer un peu plus loin, on demandait effectivement des demandes d'infos avant de rembourser, par exemple, le crédit d'impôt. Et du coup, on a fait remonter qu'il fallait appliquer les mesures exceptionnelles et donc appliquer le traitement accéléré, donc rembourser tout de suite le montant et ensuite faire les demandes, répondre aux demandes d'information, etc., qui viendront dans la suite. Mais dans un premier temps, l'ensemble de ces services doivent appliquer les mesures exceptionnelles et donc rembourser sous quelques jours. Alors, ils mettent effectivement, et je vous ai mis le lien du gouvernement là, ce sont des informations qui sont mentionnées sur le site du gouvernement, et ils disent sous quelques jours le délai de traitement, mais dans les faits, on observe un délai plutôt sous 15 jours, on va dire, de manière générale. Et que si ce délai n'est pas respecté, il faut contacter les impôts et faire remonter cette information pour qu'ils l'appliquent de manière drastique sur tous les dossiers. Et remonter les informations, c'est à qui? Parce que le SIE, je l'ai déjà contacté, ils m'ont déjà dit qu'ils n'allaient pas le faire. Donc, du coup, dans ce cas-là, remonter les informations, c'est vers qui? Alors après, vous êtes un cas particulier parce que vous êtes en exercice décalé. Donc, vous avez clôturé, vous m'avez dit, là, je n'ai pas clôturé, du coup, pour le 2019. Donc, je suis au 30 juin 2020, je clôturerai. Voilà, c'est ça. Donc, il faut attendre la clôture de toute façon de votre exercice pour pouvoir déposer votre déclaration. D'accord. Bon, mais donc, on revient au point 1. Donc, du coup, ce n'est pas possible. Ben, pour vous, non, parce que vous êtes en exercice décalé, effectivement. OK. Bon, donc, à partir du moment où vous clôturez, là, vous pouvez déposer les déclarations. Et là, vous pouvez avoir un traitement qui est censé être accéléré. Vous pensez que ce sera toujours le cas en octobre? Ça, je ne peux pas vous le… Non, bien sûr, bien sûr. Okay. Déjà, on aura un retour d'expérience par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui dans les faits. Est-ce que les traitements ont réellement été accélérés et est-ce que ça a bien été respecté et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On aura un retour d'expérience et ça permettra de faire remonter ces informations et d'accélérer ces problèmes. Après, nous, c'est vrai que nous, on n'hésite pas à appeler les impôts et à faire remonter quand il y a des choses qui dysfonctionnent. Et là, ça fait bouger en général les impôts. D'accord. Donc là, je ne peux pas me prononcer par rapport à octobre, puisque ces mesures exceptionnelles, elles sont pendant ce laps de temps où le confinement est présent et actuellement. Et vous voyez, au jour le jour, en fait, on a de nouvelles annonces du gouvernement. Donc, ça change tous les jours. Nathalie, il reste 6 minutes. Si tu veux… c'est toi qui vois, je pense qu'il reste juste le report des échéances fiscales à évoquer. Ouais, exactement. À 2-3 questions après, du coup. Ouais, ok, je finalise rapidement. Donc, le deuxième point, ça concerne donc le fait que les échéances fiscales de mai ont été reportées au 30 juin. Et ça concerne finalement le dépôt des déclarations CIR qui doivent être faites en même temps que le dépôt du relevé de solde sur l'IS. Donc, initialement, ce relevé de solde, l'échéance était le 15 mai. Là, aujourd'hui, c'est avec une annonce qui a été faite le 17 avril. On a jusqu'au 30 juin pour déposer les déclarations CIR. Et donc, comme je le disais juste avant, vous pouvez les déposer à partir du moment où vous avez calculé votre impôt sur l'IS et vous pouvez le faire avant le dépôt des liasses fiscales. Donc là, je vous ai mis le calendrier donné par le gouvernement dans son communiqué de presse et qui vous donne ces informations plus précises par rapport au report des délais de dépôt des déclarations. Est-ce que ça, du coup, vous aviez cette information ou c'est par rapport à vos comptables, hein, je parle? Oui. Moi, je l'avais. D'accord. Oui. Ok, donc après, j'avais mis en avant les bonnes pratiques à avoir, mais on va peut-être plutôt passer sauf s'il y a des questions particulières, aux questions spécifiques de chaque personne.
J'ai juste une toute petite information par rapport à ces délais de remboursement où je pense qu'on est tous Ouais. confrontés au même problème quand on est en remboursement en tout cas. Nous aussi, ça évidemment nous est arrivé d'attendre des remboursements pendant des mois et des mois sans aucune information dès qu'on appelait les impôts, autre que c'est en cours de traitement. Il y a un nouveau service en fait. On a reçu un jour un mail des impôts disant qu'ils mettaient en place un service indépendant où ils pouvaient nommer un référent en fait chez les impôts au service des impôts pour nos entreprises. Donc on a reçu une personne, j'ai perdu son nom, mais peu importe, qui est devenu notre référent après avoir vérifié qu'on était dans les règles. Quand on lui a expliqué notre situation, elle a dit je m'en occupe et 2 semaines après on était payé ou une semaine après. Donc je ne sais pas si vous avez vu passer ça, si vous l'utilisez. Enfin, je parle aux autres personnes autour de la table, mais nous ça nous a débloqué une situation qui devenait critique. Parce qu'effectivement, on a un vrai problème quand on appelle les impôts, parce qu'on veut être remboursé, on n'a pas d'informations, on ne sait pas où ça en est. Nous, on avait invariablement la même réponse, c'est en cours de traitement et ça a duré pendant 8 mois. Quoi. Moi, j'ai eu la malchance de déménager. Donc, j'avais ce service au SIE de centre-ville, à la cité administrative. Et en passant à Rangueil, j'ai plus jamais eu un interlocuteur de qualité qui prenait les dossiers et j'ai eu une boîte vocale, c'est ce que tu es en train d'évoquer. Ouais. Parce Et que là un peu maintenant, donc, on a menaçante cette en plus, personne référente qui n'est pas qui est indépendante, hein, c'est-à-dire qui ne juge pas en fait de l'éligibilité ou de quoi que ce soit, qui juste permet de poser des questions et qui va elle se renseigner où ça en est et donc nous donner au moins des informations. Et alors, s'il y a lieu, parce qu'elle avait trouvé que la situation effectivement était assez ubuesque, débloquer la situation. Quoi. Voilà, donc c'est. Et du coup, tu sais comment on la retrouve, cette personne, en fonction d'un SIE? Ouais, je vais rechercher les mails que j'ai reçus à ce moment-là, parce que j'ai appris ce service par un courrier qui était, à mon avis, un peu généraliste, et donc je peux mettre ces infos à disposition, au moins. Et après, effectivement, les personnes, ce sera des personnes différentes d'une société à l'autre ou d'un secteur à l'autre, je suppose, mais je peux au moins retrouver le courrier originel de ce sujet qui nous a vraiment débloqué la situation. Hein. Est-ce que ce n'est pas le service personnalisé fiscal pour les PME? Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très possible que ce soit ça. Oui. Ça, c'est un nouveau service proposé par les impôts, effectivement, et qui pour inciter les entreprises à contacter les impôts en amont pour déposer des rescrits, justement, et éviter… Alors, c'est vraiment ça, parce qu'effectivement, la personne, quand on l'a rencontrée, nous a beaucoup parlé de rescrits. Là, on n'a pas le temps, parce qu'il ne reste que 2 minutes, mais c'est un sujet qui est une bonne question aussi, rescrit ou pas rescrit. Bon, je ne pense pas qu'on ait le temps de soulever ce débat-là, parce que c'est aussi une grande question, je suppose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire passer. On verra pourquoi pas les réévoquer dans un autre café visio, il n'y a aucun souci. La question, très rapidement, peut-être c'est l'occasion d'un autre visio de faire un tour de table des pratiques de ce que font les différentes PME autour de cette table. C'est est-ce qu'on fait des rescrits ou pas? D'un côté, on sécurise les choses, on sent bien que ça va sans doute fluidifier ou nous rassurer sur l'éligibilité. D'un autre côté, ça peut apporter enlever de la souplesse, c'est-à-dire qu'on doit rester dans le cadre qu'on a prévu dans le rescrit. Et ce n'est pas très compatible, à mon avis, à l'activité de recherche où on est sans arrêt en train de changer de direction et d'avis. Et pas évident de tout écrire à l'avance. Voilà. Bon, mais je ne voulais pas lancer un débat à 9h29. Mais c'est une question intéressante. Mais effectivement, c'est ce service-là, hein, pour revenir. Je pense que c'est ce service-là. Ok. Donc, en tout cas, au niveau des impôts, effectivement, c'est toujours compliqué de trouver un interlocuteur qui permette d'avancer. Nous, par exemple, en interne, c'est vrai qu'on sollicite beaucoup les impôts parce qu'on a les contacts aussi. Après, l'idée, c'est de passer d'abord par son SIE pour voir s'il y a quelqu'un. Et si ça ne bouge pas, c'est nous, en général, on demande aux clients de revenir vers nous et on va plus haut et on cherche l'information pour faire avancer les choses. Donc, voilà, les impôts, il faut insister. Mais là, les mesures exceptionnelles doivent être appliquées et doivent être respectées. Donc, il ne faut pas hésiter à remonter l'information. Voilà. Normalement, les délais de traitement, c'est 15 jours. Donc, si vous avez des soucis, il faut remonter cette information. Je suis vraiment désolé à tout le monde. On a la formation après, donc on ne va pas pouvoir continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire passer.
Je verrai comment Mireille Agon et Nathalie peuvent y répondre. Il n'y a pas de souci, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup Nathalie pour ton intervention. Moi, j'ai fait un petit compte-rendu qui sera retrouvé sur les documents partagés. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas forcément présents et ceux qui étaient présents aujourd'hui. Et demain, donc demain, l'horaire change pour le Café Visio, ce sera de 14h à 15h. Ce sera sur la tech en Amérique du Nord principalement et présenté par Business France et Adoc. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'horaire n'est pas le même, 14h, 15h. Et je remercie grandement Nathalie pour ton intervention. C'était très clair et encore merci. Et puis, s'il y a d'autres sujets à évoquer, n'hésitez pas à me les faire passer, comme ça on pourra voir pour les évoquer dans un futur Café Visio. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au Très revoir. bonne journée. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Oui. Merci Nathalie, bonne journée.